Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Au sommaire de votre JT ce soir. En basket, l'AS Monaco résiste au Panathinaikos en Euroleague. Les Monégasques l'ont emporté dans la douleur 83-80. Résumé à suivre dans quelques instants. C'est un chantier qui n'est pas passé inaperçu. Les locaux temporaires de la sûreté publique situés en face du stade Louis II vont accueillir leurs nouveaux occupants. Nous ferons le point sur ce déménagement. Monaco fête la science. Pour cette première édition, le centre scientifique et le musée d'anthropologie préhistorique se sont unis pour partager leur savoir au grand public. Dans ce journal également, nous reviendrons avec Laurent Pionce sur le lancement des événements Sportel. Et puis nous reviendrons sur le succès des marchés de Monaco, un lieu de vie convivial qui se redynamise. Marjorie Crovetto de la mairie viendra nous en parler. Pour ce second match de la semaine en Euroleague, la Roca Team affrontait hier le Panathinaikos dans son stade olympique. Les hommes de Sacha Obradovic voulaient apprendre de leurs erreurs commises face à Tel Aviv. Et une fois encore, cela n'a pas été un long match tranquille. Résumé de la rencontre, Yannick Debever et Alexandra Marangoni. Les retrouvailles entre Paris Lee et la Roca Team ne pouvaient être autrement qu'à l'image de l'ancien meneur du Rocher. Un match acharné, deux équipes qui ne lâchent rien et puis des éclats de talent. Face au Panathinaikos, les Monégasques débutent très bien et ce dès le coup d'envoi. Petit à petit, Monaco domine physiquement le Pana et lui inflige un 16-4 dans les 3 dernières minutes du premier quart-temps pour compter déjà 16 points d'avance. Mais le scénario du match face à Tel Aviv va se répéter. La Roca Team perd le fil, laissant les Verts prendre confiance. Paris Lee se rappelle au bon souvenir de son ancienne équipe avec ses paniers signatures. Monaco tient mais voit son avance fondre. À la mi-temps, le Panathinaikos est revenu à -6. Au retour des vestiaires, un homme va marquer le match de son empreinte, Derrick Williams. L'ailier fort du Pana est inarrêtable sur les 5 premières minutes du troisième quart avec 15 points et des paniers venus d'un autre monde. C'est lui tout seul, comme un grand, qui ramène son équipe à égalité. Mais quand on parle de talent, Mike James n'est jamais bien loin et en 2 actions, le meneur monégasque permet à la Roca Team de reprendre 6 points d'avance. Dans le drive, la percussion, il marque avec la faute. Les Blancs sont sur un fil mais parviennent à reprendre un petit avantage dans le début du dernier quart-temps grâce à Elio Kobo. C'est ensuite James qui prend le relais avec 11 de ses 27 points inscrits dans ses 7 dernières minutes. La fin de match est irrespirable, poussée par tout un stade, les Verts ne lâchent rien. Et malgré des tirs incroyables dans les dernières secondes, le Pana n'arrive pas à revenir à hauteur. C'est Mike James qui s'occupe de sceller la victoire sur un dernier lancer franc. Victoire finale 83-80 pour la Roca Team. We almost smoked this lead. It was the same thing, but we just had to. We came together better this game, so that would be the difference. You know, they had a wonderful crowd as usual. We just had to stick together during the rough times. We know the crowd is going to give them an extra boost. So, you know, we just had to weather the storm and keep our heads. Mike, Tay, Alpha, you know, it's like a little brotherhood, you know. They're great team, man. You know, Monaco, there's much respect to Monaco. They came out and played good in front of a hostile crowd. And, you know, even though I'm a Pan, I'm going to be rooting for them, though, you know. Cette nouvelle victoire obtenue à l'extérieur est précieuse pour la Roca Team qui affiche désormais un bilan de 3 victoires pour une défaite en Euroleague. Et suite et fin de cette semaine infernale de la Roca Team ce dimanche à Gaston-Médecin avec la réception de Bourg-en-Bresse pour la 6e journée du championnat. Vous le savez, la direction de la sûreté publique s'agrandit, la surélévation du bâtiment se poursuit. Conséquence, une centaine de personnes de la sûreté va prendre la direction de Fontvieille à partir de lundi pour s'installer dans des locaux provisoires. Le point sur ce déménagement et la découverte des nouveaux espaces temporaires avec Sandrine Nègre, Horacio Gaggino et Gianfranco Bortolin. Nous sommes ici rue Suffren-Raymond, en plein cœur de la Condamine. Les équipes de la division de police judiciaire et de la salle de garde de la division de police urbaine s'apprêtent à déménager. Une logistique précise doit être suivie. Une centaine de personnes sont concernées. On s'est rendu compte en pratique que d'avoir déménagé les personnels d'un seul bâtiment pour initier le chantier de la surélévation n'était finalement pas soutenable et pour les personnels qui ne travaillaient pas dans des conditions acceptables et pour les administrés que l'on reçoit et qui aussi sont accueillis dans des conditions difficiles.
Donc le gouvernement a décidé de mettre en place le bâtiment provisoire à Fontvieille et de déménager l'ensemble des effectifs, ce qui permettra également à la direction des travaux publics et à l'architecte d'accélérer les travaux, puisque une fois le bâtiment intégralement vidé, évidemment qu'ils n'auront plus de contraintes, enfin ils auront moins de contraintes en tout cas au niveau du croisement des flux et du chantier. Pendant une semaine, le personnel concerné a donc trié et rassemblé les affaires dans des cartons tout simplement étiquetés avec le numéro du futur bureau en question. Des cartons qui, en cette fin de semaine, ont pris la direction de Fontvieille et de ses locaux provisoires face au stade Louis II. Le nouveau mobilier est là aussi. Dès lundi 24 octobre, le personnel prendra possession de ces espaces tout neufs. C'est un bâtiment qui fait 3 étages. Il est construit sur un portique qui enjambe l'avenue des Castellans. Donc il est construit à 6 mètres au-dessus de la route. Et donc ensuite, il représentera une surface totale de 2000 m² de bureaux pour accueillir les effectifs de la sûreté publique. C'est un bâtiment moderne qui a été intégralement préfabriqué dans une usine en France et qui est réalisé en matériaux biosourcés, principalement en bois, un bois durable issu de forêts certifiées et avec tout le confort acoustique et thermique qui répond aux dernières normes en vigueur. Il y a eu effectivement des aménagements spécifiques pour les salles dédiées à ces services comme les cellules. Des renforcements ont été nécessaires, donc ils ont été également préfabriqués en amont. Et aujourd'hui, on arrive à répondre aux normes de sécurité sur ces ouvrages-là, bien qu'ils aient été préfabriqués avant. Le bâtiment est constitué de 130 modules montés en un temps record. 5 caméras thermiques ont été ajoutées pour détecter tout départ éventuel de feu de véhicule sous le portique. Un débit d'eau serait alors déclenché. Fin 2023, les travaux du bâtiment de la sûreté publique à la Condamine devraient être terminés. En attendant, n'oubliez donc pas cette nouvelle adresse, le 2 avenue Albert II à Fontvieille. D'un chantier à l'autre, en raison de l'avancement des travaux de l'opération Palais Honoria, la circulation va être modifiée en journée boulevard de Belgique. À partir de lundi, elle se fera en sens unique du rond-point Bozio vers le giratoire boulevard du Jardin Exotique. Il faudra donc emprunter la rue Bozio pour accéder au boulevard de Belgique. Ce changement de circulation aura lieu jusqu'au 2 décembre prochain. En termes de mobilité, je vous rappelle que les bus de la Principauté sont toujours gratuits et ce jusqu'au 27 novembre. Une enquête va d'ailleurs être organisée pour évaluer l'impact de la gratuité sur la fréquentation des bus. Elle s'effectuera sur le terrain au mois de novembre et sur Internet. Retrouvez le lien sur le site officiel du gouvernement princier. C'était une première sur le même modèle que ce qui est proposé dans d'autres pays une fois par an. Une fête de la science a été organisée tout au long de la journée au marché de la Condamine, une initiative que l'on doit au centre scientifique et au musée d'anthropologie préhistorique qui auront réussi à donner goût aux sciences au grand public. Plus de détails avec Patricia Navarro et Hugo Comaza. La Festa da Scienza, la première du genre, a tout autant fait le bonheur des enfants que des parents. Animations, démonstrations, ateliers, échanges avec les chercheurs ont permis de mettre la science au cœur d'une journée ludique et pédagogique. La science reste quand même toujours un peu éloignée du monde qui se dit c'est quelque chose, on ne comprend pas trop. Donc c'est important que les scientifiques aillent vers le public. Le centre scientifique et le musée d'anthropologie préhistorique ont donc décidé d'unir leurs forces et leurs chercheurs pour faire ce pas vers le public dans un souci de vulgarisation maximale. Des chercheurs, des spécialistes, des formateurs qui sont là et on a eu le soutien du gouvernement princier, de la mairie, donc on les en remercie. Et quoi de mieux que des bonbons, effectivement, pour expliquer aux enfants le fonctionnement de l'ADN ou des petites représentations de manchots pour présenter le travail des équipes du CSM sur l'étude de colonies de cette espèce en Antarctique et les moyens mis en œuvre pour les surveiller en les dérangeant le moins possible. On va avoir par exemple une caméra qui va permettre de filmer la colonie toute l'année. On a aussi un système de puces qui va permettre de détecter en fait le manchot. On a des systèmes de balance. À chaque fois que le manchot va se rendre à la mer ou revenir à sa colonie, il va passer sur une balance, ça ne va pas le déranger et il va être pesé à chaque fois. Sans oublier l'étude des coraux qui a fait la réputation du CSM. Là, on les sensibilise au fait que ce soit un organisme très important, à la fois pour la biodiversité marine, mais également pour nous, humains, puisqu'ils rendent des services écosystémiques importants.
Un peu plus loin, un atelier attire tous les regards. C'est cette fois l'un des représentants du musée d'anthropologie préhistorique qui captive petits et grands avec ses techniques ultra rapides d'allumage du feu. Là, on montre deux techniques. La technique de la friction, comme ils sont en train de faire. Donc en frottant juste deux bois, un bois sur un autre. Et donc on peut avoir de la braise. Après, pour la technique de la percussion, on a ces deux pierres, donc le silex et la marcassite. Donc en percutant le silex sur la marcassite, il va arracher des morceaux de fer qui partent en étincelles. Et donc ces étincelles, on peut les récupérer sur une matière très douce. Donc c'est l'amado, en fait c'est une matière, c'est le champignon, c'est l'amadovier qui pousse sur les arbres morts. À l'intérieur, une matière cotonneuse qui prend feu très rapidement. Cette première fête de la science a été couronnée de succès. Ses organisateurs ne s'attendaient pas à une telle affluence. Elle pourrait donc être appelée à devenir un événement récurrent du calendrier monégasque. C'est le rendez-vous de la télévision et du sport. Le Sportel Monaco débute au Grimaldi Forum, considéré comme l'un des plus grands marchés de contenu sportif. L'événement rassemblera les acteurs principaux de l'industrie du sport et sera ponctué par plusieurs temps forts, dont les Sportel Awards, qui commencent eux demain. Parlons-en justement avec le vice-président délégué de Monaco Mediax, société organisatrice de Sportel. Bonsoir Laurent Pionce. Bonsoir. Comment se présente l'événement? Est-ce que l'on peut parler de retour à la normale? Très sincèrement, on est satisfait et même soulagé, car on peut parler d'un retour quasiment à la normale. On avait fixé comme objectif les chiffres de 2019 et on s'y approche à grands pas. On a une trentaine ou une quarantaine de différences au niveau de nos participants et peut-être une dizaine de stands en moins à ce jour. Donc on peut considérer que cet événement est d'ores et déjà un succès. Et on peut parler effectivement de retour à la réalité et à la normale, tout à fait. C'est un grand soulagement pour nous. Alors concrètement, que va-t-il se passer au Grimaldi Forum? C'est le rendez-vous par excellence de la télévision et du sport. Hein. Le marché Sportel est le rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du monde du sport business. C'est pour eux une habitude de se retrouver en principauté de Monaco et de réaliser un business de quantité et de qualité tout au long des 3 jours de manifestation. Oui, quel est l'enjeu justement pour eux d'être présents à Monaco? Monaco c'est le main event des Sportels, c'est-à-dire que c'est vraiment la place to be. On ne peut pas se permettre de rater cet événement. Ce n'est pas possible. Tout le business relatif à ce secteur d'activité s'effectue au Sportel de Monaco. Après, comme vous le savez, on a développé des rendez-vous à l'étranger, à Miami notamment. Là, on partira également à Bali au mois de février. Et ces nouveaux marchés permettront aux Européens de développer leurs affaires et leur business avec de nouveaux territoires. Mais Monaco demeure le marché leader dans le monde des ventes et d'achats de droits sportifs. Et c'est une industrie qui a aussi grandement été impactée par la crise sanitaire. Elle se relève, les plus grands exposants seront présents à Monaco. Tout à fait, on a le retour des Américains, des Asiatiques et des gros Européens, parce qu'il est vrai, même si en 2021, on avait organisé le Sportel, c'était une manifestation qui était beaucoup plus européenne, et là elle reprend sa dimension internationale d'antan, avec effectivement donc, le retour de Fight Sport, de la NFL, de NBA, de WWE. Il y a vraiment tous les acteurs majeurs de cette industrie seront présents à cette édition de Sportel. Et seront présents également les grands noms du sport français et international à l'occasion des Sportel Awards. C'est un événement qui a lieu parallèlement au Sportel et qui est ouvert au public, c'est ça? On a décidé il y a 2 ou 3 ans, en 2020, lors de l'édition qui s'est déroulée pendant le Covid, puisque les Sportel Awards, c'est la seule manifestation qui s'est déroulée en octobre 2020 pendant le Covid, on avait pris la décision d'organiser cet événement comme un événement à part entière. Donc depuis maintenant, ça va être la 3e édition où les Sportel Awards sont organisés sur 3 jours avec des événements publics. C'est un événement qui est effectivement gratuit, dédié au public, avec des rencontres, des projections et bien entendu le 24 au soir, la soirée de remise des prix où on va accueillir un nombre très très important de célébrités sportives qui vont de sports très très populaires à des sports beaucoup moins populaires, car c'est aussi l'enjeu et l'objectif des Sportel Awards. Ce n'est pas simplement de mettre en lumière des sportifs ou des sports, on va parler de sport plutôt en général, comme le foot, le basket ou le rugby, mais on souhaite également mettre à l'honneur des sports beaucoup moins connus, mais qui cependant ont une communauté, ont une fanbase derrière eux, qui va permettre également donc à
à notre manifestation de promouvoir ce sport et de promouvoir ces sportifs qui, je le rappelle quand même, s'entraînent et font les mêmes sacrifices que des sportifs beaucoup plus populaires qui sont connus au niveau international. Et aussi la cérémonie des Sportel Awards lundi sera l'occasion de découvrir les plus belles séquences sportives, Laurent Pionce. Oui, c'est vrai que c'est une cérémonie qui est remplie d'émotions, qui va permettre à son public, donc cérémonie, je rappelle, bien entendu gratuite, on peut télécharger ces e-tickets sur le site de Sportel Awards, qui va, j'en suis convaincu d'avance, vraiment apporter une émotion toujours de plus en plus importante. Les images sont fantastiques et seules les images de sport peuvent procurer ce sentiment. Oui, de bien belles émotions. Merci Laurent Pionce d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour le lancement de Sportel et Sportel Awards. C'est toujours mon plaisir, merci à vous. Coup de projecteur à présent sur cette action que vient de mener les femmes leaders mondiales Monaco Yacht Club. L'association proposait une formation au massage cardiaque animée par la chirurgienne Cecilia Marcacci. L'objectif de cette journée était double car elle aura permis de sensibiliser les femmes au risque de maladies cardiovasculaires, maladies qui sont la première cause de mortalité chez la femme. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le ministre d'État Pierre Dartout est venu saluer les 60 femmes formées aujourd'hui. Toujours dans le domaine de la solidarité, la Fondation Flavien, qui lutte contre les cancers pédiatriques, s'est rendue hier au Centre scientifique de Monaco. Son président, Denis Macario, et la marraine de l'association Flavie Barla, Miss Côte d'Azur 2022, sont allés à la rencontre des chercheurs de l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement. L'opportunité aussi pour Flavie Barla de découvrir l'avancée des recherches concernant les cancers pédiatriques, elle qui est en 3e année de médecine. Solidarité, toujours avec ce bel après-midi qu'ont pu passer 16 enfants hospitalisés ou dans le besoin. Ils ont vécu un moment magique dans le Var aux côtés d'Alison Viano, triple championne de France féminine de rallye. Un moment rendu possible grâce à l'association Les Voiles Blanches en relation avec les enfants de Francky. C'est un lieu convivial et où il fait bon vivre, le marché est un lieu de rendez-vous incontournable. En principauté, celui de la Condamine ou de Monte-Carlo ont leurs habitués. Et pour ne pas qu'ils ne perdent de leur splendeur, la mairie de Monaco multiplie les opérations pour redonner un peu vie au marché. Bonsoir Marjorie Crovetto. Bonsoir Émilie. C'est une réelle volonté de la mairie de Monaco de vouloir redynamiser les marchés de Monaco et plus particulièrement celui de Monte-Carlo. C'est vrai que le marché de Monte-Carlo, en fait, il est en souffrance depuis pas mal d'années. Et donc, contrairement au marché de la Condamine, qui lui connaît vraiment un nouveau souffle. Et c'est pour ça que depuis quelques années, en fait, on a tourné nos efforts aussi beaucoup sur le marché de Monte-Carlo. Un petit peu pour le faire découvrir et redécouvrir aux résidents et aux personnes de Monaco. Alors, qu'est-ce qui est fait justement pour lui donner un nouveau souffle comme le marché de la Condamine ? Alors déjà, on a travaillé l'année dernière un petit peu sur l'image de ce marché, sur son identité. Donc on a amélioré un petit peu la signalétique. Donc comme vous voyez derrière moi peut-être, en fait on a choisi donc des nouveaux panneaux indiquant vraiment le nom du marché de Monte-Carlo, avec la traduction aussi en dessous en monégasque. Donc ça c'était une volonté du conseil. On a aussi travaillé un petit peu sur l'image en faisant une campagne d'affichage plutôt sympathique, avec des petits personnages qui sont plutôt mignons. Et du coup, cette année, on a vraiment voulu se consacrer à l'offre proposée, l'offre commerçante. Donc, tous les lundis, jeudis et vendredis, on fait appel à des nouveaux commerçants qui viennent s'installer, donc avec les commerçants qui sont là à l'année. Donc, on peut trouver des nouveaux produits comme par exemple des fleurs séchées, il y a des produits corses, il y a du miel, des œufs, enfin beaucoup de producteurs locaux qui s'installent donc pendant ces 3 jours, en plus de l'offre traditionnelle. Donc, justement, c'est un petit peu pour donc faire un appel donc à la population et pour justement qu'ils viennent aussi voir nos commerçants qui sont là toute l'année et qui proposent vraiment une offre de qualité. On a aussi choisi de faire donc des événements à thème. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a déjà fait par exemple une oursinade ici, on a fait un marché corse, un marché ibérique. Alors c'est à peu près 1 fois par mois ou même 2 fois par mois finalement. Donc le prochain marché à thème, ce sera un marché qui sera consacré au fromage et au vin. Alors on essaye de choisir des fromages régionaux, donc justement pour faire découvrir ces produits-là. Et ensuite en novembre, on aura un marché de la truffe et également un marché des produits de la mer. Alors on essaye aussi de faire de la dégustation sur place, que c'est toujours assez sympathique. Donc il y aura exactement des dégustations de fromage, puis de produits à base de truffes. Il y aura des dégustations d'huîtres et même de sèches grillées. Voilà, et on finira donc l'année 2022 par un marché de Noël avec dégustation de foie gras et de saumon, donc pour le mois de décembre.
Il est important de fidéliser la clientèle, on l'a bien compris. Quels sont les retours que vous avez suite à ces rendez-vous ? Alors on a des retours très très positifs, hein. J'avoue que j'ai moi-même parlé avec des résidents qui habitent à proximité et qui m'ont vraiment dit que c'était vraiment agréable de trouver ces nouveaux produits. Et alors forcément aussi, je pense que les commerçants qui sont là toute l'année et qui connaissaient un petit peu cette baisse de fréquentation sont aussi très contents parce qu'ils retrouvent une nouvelle clientèle. Donc je pense que c'est très positif. On le précise, Marjorie Crovetto, évidemment le marché de la Condamine n'est pas oublié, il est aussi concerné par des événements ponctuels. Oui, tout à fait. Alors là, c'est pas du tout le même objectif, puisque c'est vrai que le marché de la Condamine depuis longtemps fonctionne très très bien. Donc par contre, là, on a vraiment voulu un petit peu travailler sur le côté populaire. Donc garder vraiment cet esprit où on peut se retrouver au marché, on peut venir en famille, donc un esprit un lieu d'échange vraiment, de rencontre. Donc pareil, on a organisé tout un planning tout au long de l'année où on organise des soirées ou des journées à thème. Alors là prochainement vous allez avoir l'Oktoberfest par exemple qui va se dérouler sur 2 soirées, donc le 21 et le 22 octobre. Ensuite bien sûr on aura la fête nationale forcément, donc un plaisir de redécouvrir aussi nos spécialités culinaires parce qu'un marché ça sert aussi à ça, hein, c'est pour connaître un petit peu les spécialités culinaires. Ensuite, il y aura aussi des journées comme une journée consacrée au Japon, donc une journée avec des spécialités japonaises. Une journée aussi consacrée à la Corse. Et bien sûr, donc je voulais m'arrêter un petit peu sur cet événement qui avait eu un grand succès, que j'avais trouvé vraiment ça très sympathique. Donc il y aura encore un grand bal qui sera programmé donc l'année prochaine, donc un peu sur le modèle de celui qu'on a connu cette année au début septembre. Et donc on avait vraiment vu justement cet esprit populaire et les gens étaient tellement contents de pouvoir retrouver justement cette tradition des bals un peu esprit village. Donc voilà, on travaille sur ces animations-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc, le marché, c'est aussi devenu un lieu où on peut échanger sur d'autres thèmes. Donc on organise aussi à la mairie nos événements directement au marché. Donc par exemple, le 5 novembre, vous avez le Réparaton qui va se tenir encore au marché. Parce que je pense que c'est un lieu que les gens aiment fréquenter, qu'ils connaissent bien. Et donc c'est vraiment un lieu où on aime se rencontrer, donc échanger sur ces thèmes-là. Oui, le marché, c'est vraiment un rendez-vous incontournable, c'est un lieu très convivial. Et puis, que ce soit le marché de la Condamine ou le marché de Monte-Carlo, ce sont 2 lieux qui ont une grande histoire. Hein. Exactement, c'est vraiment partie de l'âme de notre pays. Et je pense que c'est pour ça qu'on travaille vraiment pour continuer à ce que ces endroits puissent vraiment continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, merci beaucoup Marjorie Crovetto d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup Émilie, bonsoir. La mairie qui fourmille d'idées pour redynamiser ses marchés, elle propose également plusieurs animations en ces vacances scolaires. Un stage de dessin est par exemple organisé au pavillon Bozio en partenariat avec l'École supérieure d'art plastique. Il est ouvert aux lycéens et aux adultes amateurs à partir du 26 octobre pour une durée de 3 jours. Ce stage aura pour thème l'ombre et la lumière. Informations et réservations sur le site internet de la mairie de Monaco. Et puis il avait été notre invité il y a quelques semaines, Thierry Wilson, plus connu dans le personnage de Ziz du Panier, a conquis l'espace Léo Ferré hier soir. Il y a interprété son dernier spectacle, La famille Mamma Mia, un one-man show haut en couleur dans lequel Ziz du Panier marie son fils. Rejoignons Vanessa Dessy pour vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pas de grands changements pour ce week-end. Le temps risque de rester maussade. Les températures iront de 18 à 22 degrés. Le soleil se lèvera à 7h52 et se couchera à 18h36 et nous fêterons les gens de Capistran. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On se quitte en images avec les photos de Michael Alési qui a assisté à la première édition de la Fête de la Science, une journée ludique et pédagogique qui aura séduit les enfants comme les parents. Excellente soirée à tous et à demain pour le best-of de la semaine.